Bien, nous voilà donc rendus à la 5e vidéo. Jusqu'à maintenant, j'ai essayé de vous donner envie, j'ai essayé, je dis bien parce que je ne sais pas comment vous allez réagir, mais de vous donner envie d'approfondir un peu le programme que nous vous proposons au sein de l'EFAT. Et quand même, au centre de cet enseignement, il y a vous. Il y a vous, le futur thérapeute, il y a vous, le futur astrothérapeute. Et j'avais envie de vous parler un peu de la posture de l'astrothérapeute, voire de le comparer un peu au thérapeute sans l'astrologie. Un astrothérapeute, c'est d'abord un accompagnant. C'est celui qui, parce que parce qu'il l'a décidé, parce qu'il en a envie, parce que ça l'anime depuis toujours, a envie de se mettre au service de l'autre, en lui montrant certaines choses, en l'accompagnant, en le prenant dans ses bras, en le maternant ou pas, en lui enlevant sa victimite ou en lui montrant qu'il est une victime parce que la personne a vécu des choses très compliquées dans sa vie. Ben ça, c'est un thérapeute. C'est celui euh, qui est capable de se mettre en diapason avec l'autre et pas de vouloir prendre sa place, mais de vouloir lui montrer le chemin de réalisation et d'évolution. Ça, c'est un thérapeute, je pense, quelque mouvance que ce soit. Par contre, l'astrothérapeute, c'est celui qui va faire tout ça, mais qui va pouvoir s'appuyer sur l'astrologie pour éviter les impairs. Comme je l'ai dit précédemment, imaginons par exemple que j'ai perdu un enfant et qu'arrive dans mon cabinet une femme complètement démolie parce qu'elle vient de perdre un enfant. Elle pleure, elle est très mal, elle a envie de se suicider, elle a perdu le goût de vivre. Et le goût, elle mange plus, elle dort plus, c'est horrible. Bah, si je me suis pas occupée de ma partie qui a perdu un enfant, je vais peut-être me mettre en osmose avec elle, je vais fusionner, je vais faire un contre-transfert, puisque je vais lui attribuer des choses qui m'appartiennent, et je ne vais pas lui permettre de se libérer de son chagrin, de sa peine et de la crise dans laquelle elle se trouve. Maintenant, l'astrologie va me permettre de prendre du recul, de regarder son thème et de me désolidariser d'elle. Je regarde son thème et je vois pourquoi elle a dû passer par cette épreuve. Ça, je ne sais pas si c'est la perte d'un enfant, mais je sais que c'est un deuil. Et donc, le fait de le voir à l'extérieur de moi, comme pour le génogramme qu'on a vu dans une vidéo précédente, le fait de le voir et de me défaire de l'événement qui est là, me permet de prendre du recul et de ne plus m'associer émotionnellement avec la personne, mais de rester droite. Et du coup, d'être un réceptacle, mais de ne plus être aussi celle qui renvoie en miroir. Eh bien, ça fait une grande différence. Parce que grâce au thème, je vais peut-être pouvoir trouver les mots pour qu'à un moment donné, elle aussi, elle regarde l'événement qui lui est arrivé, non plus dans un ultra émotionnel qui l'a détruit, mais comme un fait. Et qu'elle puisse y associer la vie qui est là, qui continue, et non plus cette envie de mourir. Ben vous voyez, ça fait une différence majeure. Et c'est comme ça pour tous les événements de la vie. Les deuils, les drames, les traumas, mais les joies aussi. Le fait d'être grand-mère, par exemple. Qu'est-ce que ça signifie dans un thème d'être grand-mère? Quel genre de grand-mère vais-je avoir envie d'être? Ça se discute en thérapie. Parce qu'être grand-mère, c'est un changement de vie. Et bien, tous les changements de notre existence peuvent être amenés dans un cabinet et l'astrothérapeute, parce qu'il a cette distance, n'est plus associé et il reste professionnel. Voilà, et bien ça pour moi c'est important. Je ne dis pas qu'un thérapeute sans l'astrologie n'est pas professionnel, mais c'est un vrai soutien. C'est une vraie garantie de ne pas coller mon modèle du monde sur l'autre. C'est pas moi qui parle,
c'est le professionnel qui est en moi et qui, grâce à l'astrologie, se permet de montrer certaines choses. Alors, un thérapeute, est-ce qu'il a des attentes? Parce que les attentes du client, c'est d'aller mieux. On sait bien que le client, il vient en thérapie, ça lui coûte de l'argent déjà, du temps, de l'énergie. Forcément, il a des attentes concernant son thérapeute. Et d'ailleurs, moi, j'encourage toujours les personnes à ne pas s'en tenir qu'à un seul thérapeute. Je sais pas, moi, quand je vais voir un médecin, avant, quand il n'y avait pas la pénurie, quand j'allais voir un médecin, des fois, je me disais, celui-là, il me convient pas trop, j'hésitais pas à le quitter pour aller en voir un autre. Un thérapeute, c'est pareil. Je vais faire un petit bout de chemin avec. Il faut qu'il y ait une possibilité d'être accompagné sans dégâts, j'ai envie de dire, sans, sans que ça génère chez moi encore plus de mal-être. Et donc, un thérapeute, il a des attentes. C'est normal qu'il en ait. Il a des attentes que la personne comprenne les échanges, qu'elle respecte les engagements qu'elle a pris vis-à-vis des dates et des horaires, qu'elle fasse le travail, pas qu'elle attende la bouche ouverte que ça se fasse tout seul. Et puis, elle a des attentes que, enfin, je l'espère en tout cas, moi c'est comme ça que j'enseigne, que le thérapeute est en droit d'attendre que son travail soit efficace. C'est-à-dire qu'elle a des attentes vis-à-vis d'elle-même. Est-ce que là, j'ai été congruente? Pour qui est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que j'ai dit ça pour moi ou est-ce que je l'ai dit pour mon client? Est-ce que je veux être reconnue absolument? Ou est-ce que je veux être professionnelle? Et si je suis professionnelle, est-ce que ça veut dire que ça doit forcément passer par la reconnaissance de mon client? Ben non, si mon client il est mal et qu'il a besoin de transférer sur moi son père et sa mère, peut-être qu'il ne reconnaîtra pas la congruence ou la pertinence de ce que je lui aurais dit. Mais au moins, il aura un espace pour déverser ça. Eh bien, il faut que les attentes du thérapeute soient en lien avec une certaine neutralité bienveillante. Et la neutralité bienveillante, ça ne veut pas dire être neutre. Hein. Ça ne veut pas dire je ne ressens rien, je ne pense à rien, je ne fais rien. Non, c'est pas ça la neutralité bienveillante. La neutralité bienveillante, ça commence par ne pas vouloir que l'autre soit comme moi. Ça, l'autre est un autre, il n'est pas du tout comme moi. D'ailleurs, à travers le thème, on peut très bien voir que on n'a pas les planètes aux mêmes endroits, on n'est pas du même signe, on n'a pas le même ascendant, on n'a pas regardé notre papa et notre maman de la même manière, et puis on n'a pas le même vécu. Donc déjà, et puis ça, c'est la palissade, on n'a pas le même vécu, ça c'est clair et net. Donc déjà là, le thérapeute a du travail. Et c'est pour ça, pour être dans cette neutralité dite bienveillante, parce que bon, la neutralité, j'y crois pas complètement, hein, on est aussi des êtres humains, mais le plus possible en tout cas. Et donc, si je ne suis pas en thérapie, je ne peux pas être dans une neutralité bienveillante. Parce que je me suis levée ce matin, j'étais de mauvaise humeur, parce que la veille, je me suis engueulée avec mon mari, mes enfants, parce que j'ai des problèmes d'argent, parce que j'ai des problèmes avec mes parents, parce que j'ai des problèmes gastriques, j'en sais rien, moi, de corps, je souffre dans mon corps. À ce moment-là, je ne suis plus disponible pour mon client. Et parce que je ne suis plus disponible, je peux devenir irascible. Je ne parle pas de moi, évidemment. Je peux devenir irascible et donc je ne suis plus disponible. Et là, je peux devenir toxique. Donc, je dois avoir quelqu'un pas loin chez qui je vais pouvoir déposer aussi ce qui m'arrive à moi. Mais la neutralité bienveillante, c'est aussi la conscience que je suis un être humain et que parfois, ben, je suis pas complètement présente parce qu'il est 4 heures de l'après-midi, que j'ai déjà eu 5 patients avant et que j'ai un rendez-vous ce soir avec mon dentiste, que j'angoisse et voilà. Je suis un humain. Mais l'idée dans la neutralité bienveillante, c'est aussi de se rendre compte que eh ben, ça ne regarde pas l'autre. Je dois pouvoir rester disponible le plus possible. Et si je ne suis pas disponible, il vaudrait presque mieux annuler le rendez-vous. L'idée, c'est que le client a des attentes, que notre travail, c'est d'y répondre. Et moi, j'aime beaucoup la phrase
d'un prêtre, je me rappelle plus exactement comment il s'appelle, mais qui disait, «Pour pouvoir accompagner l'autre, il faut rentrer par sa porte, mais sortir par la mienne». C'est-à-dire que i et c'est ça l'astrothérapie, c'est de comprendre comment l'autre est câblé, comment, il risque de réagir, comment il risque de ne pas réagir, mais en fin de compte, de rester égal à moi-même, de ne pas prendre personnellement et de ne pas être impacté par l'autre. L'histoire de l'autre n'est pas mon histoire. Son vécu n'est pas mon vécu. Ses drames et ses traumas ne sont pas les miens. Donc, d'abord, dans cette posture, il y a d'abord une hygiène de communication, une hygiène de travail, être impeccable, dans une éthique très grande, parce que je pense qu'on ne peut pas être éthique à 100%, mais être le plus possible dans une éthique, et d'être bien euh, aware, bien conscient de ce que ça veut dire que d'accompagner quelqu'un d'autre. C'est une responsabilité, c'est un engagement, et ça demande une droiture et, euh, et une abnégation quelque part, puisque à aucun moment je ne peux être moi avec l'autre. Quand je reçois l'autre, c'est le thérapeute qui reçoit l'autre, c'est pas Céline. On est bien d'accord. Euh, moi, je suis pas la copine de mon client. Je ne suis pas sa sœur non plus, je suis pas sa mère. Je peux faire figure de mère, je peux faire figure de sœur, mais mon client n'est pas mon ami. Je ne peux pas copiner avec mon client. Je peux pas avoir de l'intimité avec mon client. Ce n'est pas possible. Sinon, je deviens toxique. Je deviens mauvaise. Je vais engendrer de gros problèmes qui ressembleront à de l'inceste. Et ça, ce n'est pas possible. Donc non, je dois garder cette posture qui est, même si je trouve que mon client est très sympathique, oh, qu'on a des tas de points communs et que vraiment, waouh, j'ai rarement rencontré ça, eh ben, il pourra jamais être mon ami. Ben non, parce que c'est dommage, mais c'est comme ça, parce que quand je rencontre un thérapeute, même si je ne le vois plus pendant 30 ans, il aura, il aura une grande place dans mon cœur et une place comme un parent, comme un exemple, comme un maître. Et que c'est ça, la posture du thérapeute. C'est de comprendre qu'il est au-dessus. Alors, j'ai certains de mes élèves qui me disent oui, mais d'accord, mais ça c'était le vieux monde, aujourd'hui c'est plus comme ça, on rentre dans l'ère du verso, faut arrêter les vieux principes là du psychanalytique, du thérapeute qui parle pas, et puis l'autre il déverse. Je suis d'accord, on est en train de changer de paradigme, on est en train de changer de monde, on est en train de changer notre façon de travailler. Moi, je suis en adaptation en permanence, je me forme en permanence, je vais regarder ce que font les autres. Il n'en reste pas moins que je suis en thérapie moi-même et que je comprends bien que pour pouvoir déposer ce qui m'arrive, j'ai besoin que le thérapeute soit disponible pour moi. Et cette disponibilité-là, elle existe depuis que Freud a mis en place la thérapie. Ça n'a pas changé. Comment je vais me rendre disponible, ça changera. Parce que les clients vont changer. Ils n'auront plus les mêmes attentes. Mais moi, entre moi et moi, je dois être impeccable. Et je dois pouvoir me retourner et dire, waouh, là, ouais, là, j'ai pas cédé. Là, j'ai pas marché. J'ai pas pris personnellement ce que la personne m'a dit. Je, je, je regarde le thème, je vois que la personne est en crise et qu'elle a besoin de dire certaines choses, qu'elle est maladroite, qu'elle ne sait pas les dire, et que cet espace de mon cabinet, eh ben, c'est son espace pendant 1 heure, et qu'elle a le droit de s'exprimer parce qu'elle ne peut pas le faire ailleurs. Ça, c'est ma posture de thérapeute. Et c'est aussi ça que j'enseigne. Dans le cadre de l'EFAT, on fait des simulations en permanence. On a 1 jour sur 3 jours qui est réservé que aux simulations. Et moi, je suis en face. Et c'est moi qui recadre. Là, oui, là, non. Et c'est pas forcément agréable. Hein. C'est pour ça que
on a abordé l'histoire, on a abordé l'histoire à un moment donné dans une autre vidéo de est-ce qu'on travaille sur soi quand on est aléphate? Ben oui, on travaille sur soi quand on est aléphate, hein, parce que on arrive dans des simulations et on montre une partie de soi-même, hein, on sort ses tripes. Hein. Parce qu'un jour, on va se retrouver devant un client qui aura des attentes et tout d'un coup, il y aura la simulation qui va remonter et on sera libre, on sera séparé, on sera défusionné du client et on ne prendra pas personnellement, même quand il sera en crise. Et donc ça s'apprend, bien sûr. Moi, je leur dis toujours, hein, mes élèves, je leur dis, vous savez, quand vous commencez une journée, enfilez une blouse blanche virtuelle. Dites-vous, voilà, je suis un soignant. Non pas parce que je me nie, hein, mais parce que je vais accompagner l'autre. Ben, c'est mon métier d'être accompagnant. C'est pas moi en tant qu'individu qui suis accompagnant, c'est mon travail. Et dans mon travail, je dois être professionnelle, comme j'attends la même chose d'un dentiste ou d'un médecin ou d'un infirmier ou d'un menuisier. Quand je demande des étagères chez moi, j'ai besoin qu'elles soient impeccables, mes étagères. Et si le type, il n'a pas bien dormi ou il a des problèmes d'argent ou ça va pas, c'est pas mon problème à moi. Mon problème à moi, c'est que je veux mes étagères exactement là où je l'ai demandé. Ben, c'est pareil pour un thérapeute. Un thérapeute, c'est quelqu'un qui est professionnellement engagé. Et à partir du moment où il est engagé, il y a des attentes de part et d'autre. Voilà ce que je pouvais dire de la posture du thérapeute, qui pour moi est majeure, pour avoir été en thérapie depuis l'âge de 24 ans, d'avoir rencontré toutes sortes de thérapeutes, certains qui étaient plus éthiques que d'autres, certains qui étaient plus respectueux que d'autres, certains qui cherchaient, tâtonnaient, se sont formés à des outils holistiques. J'ai beaucoup appris d'eux et je les remercie vraiment grandement. Moi, je cherche toujours à devenir meilleure, non pas que j'étais pire, mais parce que je souhaite travailler dans l'amour. Voilà. Et l'amour de l'autre, ce n'est pas forcément être d'accord avec lui, mais c'est être disponible pour lui. Et donc ça, c'est ma conclusion de la posture du thérapeute. La prochaine vidéo, j'aborderai le pourquoi je suis frankéliste. Je ne sais pas si on dit ça comme ça d'ailleurs, mais c'est comme ça que moi je le dis. C'est-à-dire, je vous ai cité plusieurs fois Frankl, et ben je voudrais qu'on aborde ensemble pourquoi il était si important pour moi et comment il a structuré mon enseignement à l'EFAT. Voilà, ben je vous souhaite plein de bonnes choses jusqu'à la prochaine fois. Astrologiquement vôtre et à bientôt.